Eh bien, bonjour à tous. Merci de rejoindre ce quatrième webinaire de la semaine e-commerce alimentaire par Ad-Hoc. Pour ceux qui nous rejoignent juste aujourd'hui, toujours les mêmes consignes, donc bien vos caméras et vos micros s'il vous plaît, pour ne pas parasiter la présentation, et poser vos questions sur le chat. Surtout, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation d'aujourd'hui qui sera assez longue et dense. Donc, notez-les bien, on va les enregistrer et les traiter pendant le webinaire. Quelques mots pour commencer sur l'agence Ad-Hoc. Comme on l'a présenté tout au long de la semaine, nous accompagnons les entreprises tout au long de leur activité et de leur développement. Et nous, donc le département agroalimentaire et vin, nous sommes focalisés sur l'international, conquête des marchés, et nous accompagnons donc les entreprises dans leur accès au marché. Nous nous appuyons sur 3 leviers, la structuration des projets et l'aide à la réflexion, c'est-à-dire tous les outils pour apporter un maximum d'informations aux entreprises dans la préparation de leurs projets à l'export, et notamment des webinaires comme nous le faisons aujourd'hui. Le levier 2, c'est la prospection des marchés. Nous vous proposons donc une série de salons, missions, showrooms, etc., des événements à l'international où nous accompagnons des collectifs d'entreprises. Nous proposons également Food Hub et Wine Hub, qui sont des plateformes de mise en relation entre producteurs et acheteurs. Et enfin, nous sommes appuyés par les maisons et bureaux de la région d'Occitanie à l'étranger, et notamment pour aujourd'hui, l'équipe de la maison de Shanghai qui va présenter avec moi ce webinaire. Nous avons le 3e levier qui est également donc, la promotion des produits via la marque Sud de France. Donc, ce sont des campagnes, des opérations de mise en avant de la marque dans les magasins, auprès d'enseignes également à l'international. Et nous aurons l'exemple de la boutique Sud de France en ligne sur Alibaba et JD.com aujourd'hui. Pourquoi cette semaine e-commerce? On l'a dit, on le redit, c'est un circuit d'avenir essentiel et incontournable, et notamment pour la Chine. On va vous l'expliquer en détail aujourd'hui. On l'a également signalé, le but de ces webinaires, c'est de présenter une approche macroéconomique, c'est-à-dire un panorama général du e-commerce, avec tout l'écosystème, les opérateurs, les distributeurs, mais pas pour vous donner des conseils en développement digital et créer votre site ou l'améliorer. Cela pourra se faire dans un second temps. Vous pouvez nous le signaler et on pourra organiser une autre série de webinaires dans ce sens. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce marché du e-commerce alimentaire pour le vin et l'agroalimentaire, accompagné, comme je vous l'ai dit, de l'équipe de la maison de l'Occitanie à Shanghai, et également de Catherine Machabert, responsable du département vin chez Ad-Hoc. Nous avons prévu un créneau, si vous pouvez, donc un peu plus long que d'habitude, parce que la Chine étant le premier marché, il y a une somme de données assez foisonnante à vous présenter. Nous avons essayé de vous les synthétiser pour que, après ce webinaire, vous ayez une idée claire de ce qu'est le e-commerce en Chine, de vos possibilités, de votre potentiel. C'est pour ça que nous ferons aussi un focus alimentaire par filière et nous vous en montrerons les perspectives avec des conseils et bonnes pratiques. Nous avons également voulu faire témoigner notre opérateur, et nous les remercions déjà donc, de la boutique Sud de France qui va intervenir après cette présentation. Vous pourrez lui poser toutes les questions et ils nous ont préparé une petite vidéo qui va être très parlante. Nous avons également voulu faire intervenir un opérateur d'une plateforme spécialisée dans les produits donc, français en Chine, une plateforme B2B, parce que notre plateforme de la boutique Sud de France Online est une boutique B2C. Et enfin, nous vous présenterons le plan d'action 2021 agro et vin pour la Chine, qui est assez conséquent, vous verrez, puisque c'est un des rares pays où, au niveau opérationnel, tous les salons et les événements ont lieu actuellement normalement. Alors, j'attaque par le panorama général du e-commerce.
Tout le monde le sait, la Chine est le premier marché incontestable du e-commerce avec un chiffre d'affaires enregistré en 2019 d'1,329 milliard d'euros, qui est 3 fois donc le montant des USA, qui est le numéro 2, et par exemple plus de 10 fois celui de la Chine. Il représente plus de 54% du chiffre d'affaires du e-commerce mondial et il représentait 25% du marché du retail en 2019. On décompte 940 millions d'internautes, donc c'est énorme à la dimension de la population de la Chine. Un taux de pénétration très très important de 64,5%. Et également à signaler une donnée qui est très importante, c'est que 99,7% des internautes, autant dire pratiquement tous, sont des M-shoppers, c'est-à-dire des utilisateurs du M-commerce, c'est-à-dire du commerce sur le téléphone portable. La Chine, c'est le pays des chiffres et des records. Nous avons voulu donner l'exemple de cette fête promotionnelle sur Alibaba qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le Shuangshih. C'est la fête des célibataires, la fête du double 11, le 11 novembre. En fait, Alibaba lance une campagne promotionnelle avec des discounts énormes. Normalement, ça se passe sur une journée. Cette année, ça s'est passé sur une dizaine de jours. Il y a eu un record battu d'un chiffre d'affaires de 74 milliards de dollars, vraiment très impressionnant, avec un rythme d'à peu près 583 000 commandes à la seconde. Vous voyez là, on a voulu vous présenter l'évolution du chiffre d'affaires du e-commerce entre 2011 et 2019, malgré un infléchissement de la courbe de la croissance que vous avez là en rouge. Elle reste à 2 chiffres, 16,5% en 2018 et entre 2018 et 2019, et on voit que cette courbe reste avec une croissance totalement exponentielle. C'était également important de faire un petit focus géographique par rapport à toute cette activité du e-commerce en Chine. On voit là les 10 principales provinces de Chine dans leur utilisation du e-commerce, et on voit nettement que cette activité se situe pour le moment sur les zones de la côte est de la Chine, c'est-à-dire les côtes les plus riches et les plus peuplées, et également donc au niveau des plus grandes villes qui sont Shanghai et Pékin. Je voulais aussi préciser que nous avons la chance d'avoir tous ces graphes et toutes ces données basées sur des études officielles qui viennent d'être publiées par le ministère du Commerce chinois, une étude qui est sortie là en 2020, et également une étude de marché de McKinsey China, dont nous avons la chance de l'avoir recueillie tout de suite, là, date de 2021, toute fraîche. Par rapport à la répartition des produits et de la consommation de produits sur l'e-commerce au niveau global, nous avons là un graphe qui, là, nous donne la proportion à l'horizontale et là, la croissance. Nous voyons que là, par rapport aux catégories officielles du ministère du Commerce chinois, les produits alimentaires et de consommation courante se situent ici. Vous voyez, nous arrivons juste après les vêtements et les chaussures, le textile, avec une belle proportion de 15% et un taux de croissance de 20%. Par rapport aux vins et spiritueux et les boissons non alcoolisées, malgré une proportion qui paraît moindre, vous voyez un taux de croissance entre 2018 et 2019 qui a été assez impressionnant, entre 30 et 40%. Quels sont les produits les plus importés, les plus performants sur le e-commerce? Le numéro 1, ce sont les produits de soins pour la maman et le bébé, et donc également les produits alimentaires. Et vous voyez que là, on arrive en 3e position. Et des nouvelles catégories où nos producteurs peuvent s'y retrouver. Après les produits pharmaceutiques, les producteurs donc, de vitamines complémentaires alimentaires ont un beau potentiel pour ce marché avec une croissance à 2 chiffres chaque année. Quel a été l'impact du Covid? Il a été donc particulièrement fort sur la Chine. On voit que pendant l'épidémie, la fréquence d'achat a augmenté globalement de 71% sur le marché du e-commerce. Donc on voit que la croissance était déjà exponentielle et là, il y a eu un coup d'accélérateur assez important.
Pendant le confinement, il y a eu aussi une tendance qui a été intéressante, c'est que les consommateurs de plus de 30 ans ont augmenté de 11%. Et sur JD.com, c'est un exemple qu'a donné le journal Wall Street, ayant d'habitude 600 000 commandes par semaine, on est passé pendant le confinement, pendant la dernière semaine du mois de janvier, à 1 million de commandes. Par rapport au comportement, il y a eu un changement assez important, qui joue d'ailleurs à notre faveur. C'est que 65% de la population questionnée par le McKinsey ont déclaré qu'ils étaient beaucoup plus préoccupés à cause de la pandémie, suite à la pandémie, par la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Et un tiers d'eux ont augmenté la consommation en ligne de produits frais. Nous avons voulu faire un focus pour vous expliquer pourquoi ce e-commerce est si développé en Chine. Tout d'abord par rapport aux facteurs population et pouvoir d'achat. C'est une population qui est immense, à peu près 1,4 milliard en 2018, et surtout, ce qui est très intéressant, peut-être moins connu, un PIB de 13 milliards, qui est le deuxième au monde, après les États-Unis, qui tourne quand même autour des 20 milliards, mais avec un pouvoir d'achat qui est en fort développement. On l'a dit, une proportion d'internautes qui est très importante. Et également, un phénomène qui est important, c'est cette couverture Internet, cette connectivité au niveau des zones rurales qui est en plein développement, avec une augmentation en parallèle des revenus et un développement de la classe moyenne qui donc peut acheter de plus en plus et via le réseau Internet. Le facteur politique est aussi très important en Chine. Il faut savoir quand les autorités soutiennent une filière ou un secteur, cela donne un coup de booster important. Et c'est ce qui s'est passé avec des mesures et des stratégies importantes pour promouvoir le développement du e-commerce. L'aspect technologique est aussi majeur dans ce phénomène du développement du e-commerce, où on voit que toute cette industrie de nouvelles technologies autour des big data, c'est-à-dire du traitement des données massives, notamment au niveau logistique, donc cette maîtrise au niveau des entreprises chinoises permettent ce développement, également au niveau de la cybersécurité. Et les Chinois sont numéro 1 dans les systèmes de paiement en ligne. Nous verrons que les plateformes les intègrent elles-mêmes, la technologie du mobile et les technologies cloud qui font accélérer tout le traitement des commandes. Également, un facteur important, c'est l'évolution de cet écosystème. Vous voyez là l'écosystème qui est entraîné par les grands géants d'Internet en Chine, qui sont ce qu'on appelle le BAT, Baidu, Alibaba et Tencent, qui sont l'équivalent donc de Amazon, Google, Amazon et Facebook ou WeChat, qui ont fait en fait des passerelles entre chacun de leurs systèmes pour activer les commandes via des applications, et nous les détaillerons tout à l'heure. Cela entraîne une mutation en parallèle de toutes les entreprises de cet écosystème du e-commerce traditionnel. Et bien sûr, le pilier numéro 1, c'est la livraison express. La Chine dispose depuis 2004 du meilleur système de livraison express au monde, avec un flux 3 fois supérieur à celui des États-Unis, de 70 milliards d'unités livrées en 2020, une forte progression. Vous avez là les principales entreprises qui livrent avec les leaders qui sont SF Express. On voit là la progression exponentielle des livraisons qui suit bien sûr l'évolution du chiffre d'affaires, et dont bien sûr le point fort est le coût qui est très faible. On voit à pièces équivalentes et services équivalents un coût de 2 $ en Chine pour 6 $ aux USA. Le facteur rapidité qui est marquant, qui est vraiment marquant, puisque la plupart des livraisons, comme vous le voyez sur le graphe, se font le lendemain, en moins de 24 heures, et quand même cette proportion importante de 15% qui se fait en moins d'1 heure. Ce sont ce type de service qu'on a rarement dans d'autres pays. Également un système de livraison express par les grands des marketplaces, comme Alibaba, Cainiao, c'est le système logistique d'Alibaba, et qui ont développé leurs propres entreprises et leurs propres systèmes de livraison express, ce qui fait que les utilisateurs, ayant un taux de confiance fort sur ce type de livraison, s'appuient de plus en plus sur ce service.
Une nouveauté dans les livraisons express, ce sont les boîtes intelligentes de livraison express qu'on trouve en fait au milieu des quartiers, des résidences. Vous avez ces caissons avec des boîtiers, comme vous voyez là l'exemple de cette dame, qui va flasher un QR code avec son produit et la boîte va sortir. C'est suite également à la pandémie pour éviter le face-à-face avec les livreurs. On voit un développement très important. Et on prévoit une proportion de 15% de ce type de livraison en 2020. Je vais passer donc sur la présentation des principaux circuits de e-commerce en Chine. C'est un écosystème complexe. Il est dominé donc par ces 5 enseignes. C'est un chiffre de 2018. Le géant, bien sûr, c'est Alibaba, qui détient 55% du marché, suivi par JD.com. Pintoto, Suning, VIP Shop, et on va pouvoir les classer en 3 catégories pour rendre cette vision plus claire. La première, ce sont les plateformes online traditionnelles. Vous voyez que c'est la majeure partie. La deuxième, ce sont ceux qui font partie du e-commerce vertical du système omnicanal. Et le troisième, du e-commerce via les réseaux sociaux. Je le détaille juste après. Les plateformes, donc première catégorie, les plateformes de e-commerce traditionnelles. Alors, un petit focus quand même sur le business model des marketplaces pour l'avoir bien en tête. Donc, ce sont des plateformes de mise en relation multivendeurs-acheteurs qui peuvent être à la fois des particuliers et également des professionnels et qui intègrent complètement les systèmes logistiques et de paiement. Ils détiennent plus de 80% du marché en Chine. Le numéro 1, c'est Alibaba, on l'a dit, avec ces 2 plateformes les plus connues, Taobao, qui est du C2C, consumer to consumer, et Tmall, du B2C, où nous avons notre boutique Sud de France donc hébergée dessus, où 60% des achats en ligne se fait avec des lives et des live streaming et des lives. Et nous allons vous faire tout de suite, avec l'aide de la maison de Shanghai, une petite démonstration donc d'une vente live discount sur Taobao. Je passe la main à Alexis. Voilà. Vous voyez, c'est un shopping en ligne des huîtres sur la plateforme Tmall. Oui. Et ici, en bas à gauche, il y a un lien pour faire la commande. On peut passer la commande par ce lien. C'est très rapide. Et ici, on peut écrire, on peut demander les questions, échanger avec la présentatrice et avec les autres. Et ici, on peut partager ce live avec nos amis et nos proches par les réseaux sociaux, par exemple le WeChat et le Weibo. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, je reprends. Le numéro 2, c'est JD.com, qui donc est une plateforme B2C qui se distingue par un service de livraison très rapide et des achats plutôt haut de gamme et présélectionnés, sur laquelle nous avons également hébergé notre boutique Sud de France et on va vous montrer notre page de la boutique sur JD.com. Je repasse la main à Alexis. Voilà. Vous voyez? C'est bon? Oui, oui, c'est parfait. C'est la page d'accueil de la boutique Sud de France sur la plateforme de Tmall. GD, pardon. Et vous voyez là, donc le marketing a été travaillé avec une vidéo au début de la région, avec une belle vidéo qui montre vraiment l'aspect du terroir et de beaux visuels, comme le demande le marketing en Chine. Également, du coup, les produits qui sont là. Il y a également un catalogue des produits qu'on trouve voilà, avec les tarifs, etc. Oui, les vins rouges, vins blancs, tout ça. Le type de vin. Oui. Et on l'expliquera. Le vin par le prix. Voilà.
Voilà, et on l'expliquera dans un second temps. Le recrutement des produits agro est en cours. Nous avons une première sélection qui a été faite. Nous avons la chance d'avoir l'acheteuse de l'opérateur de la boutique aujourd'hui avec nous. Elle va nous l'expliquer. Et des premiers produits vont être commandés au niveau du miel, des biscuits, des huiles et des tartinables. VIP Shop, on a voulu en parler puisqu'on a vu, c'est le numéro 5. C'est une plateforme qui se distingue par ses prix réduits. C'était le premier à lancer des ventes flash en Chine. Et en fait, elle est très active par le biais de ce qu'on appelle les Young Free Spenders. Ce sont cette clientèle féminine des zones plus rurales et ce qu'on appelle des villes de deuxième et troisième rang, donc des villes un peu moins importantes que les mégapoles comme Shanghai et Pékin. La deuxième catégorie, donc officielle de l'étude du ministère du commerce chinois, c'est le e-commerce vertical. Ce sont tout simplement les sites des grandes enseignes ou des filières. On a là, par exemple, une image du site Métro. Une autre qui est très, très en vogue en Chine, c'est Rose Only, dédié aux fleurs. Et pour le vin, on en citera plus tout à l'heure, mais Qiu Xianwang et Yes My Wine. Et pour l'agro, on a donné un autre exemple de Hypermarket, qui est un site spécialisé dans la vente B2C de produits, notamment français. On voulait appuyer sur le fait que le drive est presque quasi inexistant en Chine, contrairement à ce qui se passe en France. On l'a vu dans la présentation de lundi. Les sites donc nous font basculer vers une livraison à domicile. Nous avons également voulu citer rapidement Suning, qui est le numéro 4, qui était à l'origine donc un magasin de vente de produits électroménagers qui a diversifié totalement son activité, et c'est le plus grand détaillant omnicanal de Chine. Le e-commerce via les réseaux sociaux, donc qui est complètement en boom et en développement. La première catégorie, ce sont les ventes via les influenceurs, les KOL, les Key Opinion Leaders et les célébrités, qui sont devenus un métier reconnu par les autorités chinoises. Il faut une passerelle avec ce qu'on appelle le e-commerce de contenu. Ce sont donc les sites et les applications où des personnes partagent des informations pointues et professionnelles et qui fidélise une clientèle qui s'attache vraiment à la qualité des produits. C'est donc un e-commerce qui s'appuie totalement sur l'influence qu'on peut avoir sur le comportement d'achat des cyberacheteurs et comment un contenu va pouvoir faire basculer l'acheteur dans cet acte d'achat. Donc, il se décompose d'une vidéo courte, d'une diffusion en direct et ensuite d'un lien, souvent via une application, vers l'achat sur le e-commerce. Et la troisième partie, c'est le shopping communautaire. On y reviendra dans la partie des solutions innovantes. Mais en gros, ce sont donc un acte de shopping sur le e-commerce via les réseaux sociaux où on encourage une vente à plusieurs. Le numéro 3, donc, c'est Pintoto, qui en fait était au départ une plateforme online pure et qui a fait des liens et a été vraiment boosté par les liens qu'il a eus par WeChat. En fait, c'est la remarque qu'on voulait faire également, c'est que pourquoi cet écosystème est complexe en Chine, c'est qu'on n'a pas vraiment une vision comme on a d'habitude avec des pure players et des acteurs qu'on appelle en cross-canal. Mais en fait, souvent, tous ces réseaux sont mêlés. C'est-à-dire que là, on a l'exemple d'une plateforme traditionnelle qui est à la fois sur les réseaux sociaux. Douyin, donc très connu, qui est l'équivalent de TikTok en Chine. Xiaohongshu, qui fait du cross-border. Et nous allons vous faire une petite démonstration d'une vente sur Xiaohongshu. La plateforme Xiaohongshu est une plateforme
plateforme à la base du contenu. C'est une plateforme qui nous permet de découvrir les nouveaux produits, de partager les avis des produits et échanger avec les autres. Par exemple, ici, quand j'écris le yaourt pour le bébé, et ci-dessous, il y a beaucoup de contenu sur le yaourt du bébé. Et celui d'une présentation de 9 marques de yaourt pour le bébé les plus demandées sur le marché chinois. Et on peut voir les présentations détaillées et les recommandations sur la marque et une comparaison pour chaque marque. Et si on veut acheter ce produit sur la plateforme, on peut cliquer ici. Et ici, c'est la boutique officielle de yaourt française sur la plateforme Xiaohongshu. Bonbot. Maintenant, sur le marché chinois, le yaourt Bonbot est une marque française très connue en Chine. Voilà, ça c'est Xiaohongshu. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je vais voir. C'est vraiment du e-commerce de contenu, c'était un exemple. Les solutions innovantes au niveau du e-commerce, pour terminer sur les circuits, donc nous l'avons vu, le shopping live, shopping en direct, 2 exemples, le record battu par les influenceurs les plus connus, les 2 top 2 de Chine, Tiatili et Via, qui ont vendu lors du fameux double 11 1 milliard d'euros en une seule journée de vente via leur live. Également là, un exemple d'une productrice qui a fait une vente live de pommes, qui a multiplié par 10 son chiffre d'affaires. Les mini-programmes de WeChat, ce qu'on n'a pas encore, nous, vraiment sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur un réseau social comme WhatsApp, il y aurait donc un moyen de paiement et des liens vers tous les sites en fait en ligne et d'autres services. Vous avez là donc intégré à WeChat sans qu'on ait besoin de télécharger les applications, des liens directs vers toutes ces fonctionnalités. Et le troisième, comme je l'ai dit, qui est vraiment en forte progression, le shopping communautaire, l'exemple de l'application Kuaituantuan de Pingtoto, où vous allez encourager soit vos proches, votre famille, via les réseaux sociaux, à acheter un produit. Si le nombre est atteint de la petite communauté, du groupe, l'achat va se faire avec un prix réduit et donc parfois un cadeau pour celui qui va être le leader du groupe. Alors, il est important de faire un focus pour vous, du coup, après cette présentation, de comment entrer sur le e-commerce chinois. Donc, 3 solutions vont se proposer à vous. La première, qui est, on va le dire tout de suite, ambitieuse et demande de gros moyens, c'est de créer sa propre boutique sur une marketplace, telle que Taobao, etc. Ou Tmall, pardon, pour nous, pour du B2C. Il va falloir déjà avoir protégé sa marque, bien sûr, avoir une entité chinoise, c'est-à-dire avoir une Chinese Business License, donc une licence d'entreprise chinoise. Et il va être indispensable de s'accompagner de ce qu'on appelle un TP, c'est-à-dire un Technical Partner, un partenaire en fait de gestion de toute votre activité sur Internet qui va en général vous demander une équipe chinoise d'au moins 4 personnes avec des webmasters, des web développeurs, des web designers et également tout le service logistique et le service après-vente, ce qui coûte très cher. Et donc on a eu des devis, mais c'est également en fonction des fonctionnalités, bien sûr, c'est comme en France que vous voulez avoir sur votre boutique, aux alentours de 60 000 € déjà. Et ensuite, j'ai donné un exemple de combien coûterait une boutique sur Tmall Store, sur Tmall, pardon. Il demande une caution entre 1 300 et 38 000 € en fonction des produits qui seront mis en ligne. Un abonnement annuel avec donc la partie maintenance notamment entre 3 800 et 7 600 € et une commission pour chaque produit qui va être entre 0,5 et 5% en fonction de la typologie de produit. Vous voyez que c'est des frais conséquents
et donc vraiment dédié aux entreprises qui ont un gros budget. Parce qu'il faut aussi créer beaucoup de trafic. En fait, le référencement est essentiel pour pouvoir atteindre ce chiffre qu'on a cité avec des records, mais tout est dans le trafic et comment attirer l'acheteur sur votre plateforme. La solution numéro 2, qui est plus complexe, je vous laisserai lire en détail chacune de ces parties. C'est le cross-border e-commerce qu'on appelle le CB ici. En gros, c'est que vous avez votre plateforme hébergée en France. Vous pouvez faire donc une partie en anglais, voire en chinois. Et l'acheteur doit être donc situé en Chine avec une carte d'identité chinoise et va faire l'acte d'achat sur une plateforme hébergée en Chine. Il y a des avantages au niveau douanier, pas la peine d'être enregistré, des allègements au niveau des taxes et des TVA. Les produits qui sont importés sont voilà, essentiellement pour nous, quand même, il y a une part importante de 23%, vous voyez là, mais essentiellement on a fait un petit peu un check des huiles, avec une forte concurrence des huiles espagnoles et italiennes, mais on a trouvé notamment des huiles de noix, des huiles pour bébé, au travers de ces marques-là, et sur les 3 grandes plateformes de cross-border qui sont Tmall International, Tmall Global, Kaola et Sarongchu. Par contre, donc, comme on l'a dit, même si vous avez votre plateforme avec un espace dédié à des clients potentiels chinois, il faut générer du trafic, être bien référencé. Et pour cela, on va retomber sur le même schéma que précédemment, avec un personnel qui doit être chinois, vous faire des posts, du chat en chinois. Et en général, c'est réservé aux grandes marques. Il faut savoir également que le taux de confiance a un peu décliné par rapport à toutes les ventes en cross-border parce que les produits proviennent soit d'un entrepôt donc situé à l'étranger ou des entrepôts situés sous douane en zone franche en Chine. Et ce système-là inspire moins confiance à l'acheteur chinois. La troisième solution, celle qu'on vous conseille, et la moins coûteuse, c'est tout simplement de trouver un importateur du circuit traditionnel qui vend sur le e-commerce, parce que pour la plupart du temps, c'est le cas. En fait, ce sont deux circuits qui sont complètement liés l'un à l'autre, et c'est la solution la plus simple parce que il faudra gérer, c'est exactement comme la présentation d'hier sur le Japon, gérer cette partie-là technique qui est vraiment d'avoir vos produits sur le sol chinois. La deuxième, c'est se faire référencer sur une plateforme existante, mais comme je l'ai dit, il faut bien vérifier que l'opérateur de votre plateforme soit déjà un importateur ou avoir déjà vos produits importés sur place. Et nous, donc, c'est pour ça que nous avons choisi de vous proposer ces 2 témoignages. Nous avons notre plateforme déjà existante, donc Sud de France, donc hébergée sur Tmall et JD.com, et d'autres que nous allons vous présenter. Par rapport au profil du cyberacheteur, donc n'hésitez pas à vous poser vos questions après dans un second temps par rapport à cet aspect-là qui est important. Donc le profil du cyberacheteur est très marqué en Chine et très différent en fait des autres pays. On l'a dit, hein, c'est une très grande population massive qui est sur Internet, qui achète en ligne, qui achète sur le téléphone portable. La répartition par sexe est intéressante parce qu'elle est totalement équilibrée entre les hommes et les femmes. Également, vous voyez une proportion aussi assez équilibrée par âge. Ce ne sont pas uniquement les 10-30 ans parce qu'ils ont la part qui est majeure, mais vous voyez jusqu'à 40 ans et 40 ans et plus, il y a une très large proportion en fait. Donc les Chinois de tout type de profil et d'âge achètent sur Internet. La répartition par ville, on voit que ce n'est pas que dans les grandes villes qu'on achète, mais aussi les villes de deuxième rang, donc avec ce qui explique ce développement en force des ventes dans les zones plus rurales. Les facteurs majeurs qui influencent les habitudes de consommation sur les plateformes traditionnelles, on voit que le facteur prix est essentiel, mais on veille à la qualité et l'authenticité des produits. C'est un critère qui joue en la faveur de nos produits, par exemple. Sur les réseaux sociaux, les facteurs influençants sont un peu différents. Donc, ça va être vraiment le conseil de la célébrité et également, vous voyez, l'avis de l'entourage.
Donc, tout ce qui est conseil, contenu, comme on l'a dit, vont être très influents. Et on l'a vu, donc après la crise, l'aspect sanitaire est un acteur majeur et un facteur majeur de l'acte d'achat, puisqu'on va chercher des produits sains, frais et sûrs et qu'on va trouver essentiellement sur Internet, via les conseils, comme on l'a dit, et des plateformes donc, très ciblées. Il faut savoir que le facteur e-réputation est très important aussi en Chine, c'est-à-dire que les plateformes sur lesquelles on a confiance, et également, comme je l'ai mis là, les marques dont on a confiance vont être très importantes. 90% pratiquement des consommateurs disent se tourner vers des produits et des marques de confiance. Il est important de rappeler donc que la proportion des M-shoppers qui achètent sur le téléphone portable est pratiquement à 200%. Donc, pour expliquer et montrer comment les applications sur le téléphone portable sont développées en Chine et que tout se passe sur le téléphone. Par rapport à l'acte d'achat alimentaire, la moitié des consommateurs chinois ont commencé à acheter en 2020 des articles alimentaires emballés en Chine, préemballés. Et du coup, ça montre qu'il y a une accélération de cet achat-là. Et un tiers, comme on l'a dit, sont passés à l'achat de produits frais. Il est important de signaler par rapport au potentiel qu'il y a des pics, comme pour le Japon, de consommation importants, où on s'offre des cadeaux alimentaires, comme le Nouvel An chinois et les fêtes qu'on a citées tout à l'heure. Par rapport au focus alimentaire, je vais donc vous présenter quelques chiffres qui vont recouper des chiffres du e-commerce et des chiffres d'importation. Le chiffre d'affaires du e-commerce en 2019 était très important en Chine, 497 milliards d'euros. Il représentait 37% du chiffre d'affaires global du e-commerce. Par rapport aux importations, la France est le 9e fournisseur de la Chine, avec un chiffre d'affaires de 125 milliards d'euros. Les top catégories sont la viande, le café, le thé, les fruits de mer et les huiles, avec, vous voyez, des chiffres très importants de progression entre 2018 et 2019. Les produits importés, donc en catégorie plus affinée, sont les vins et spiritueux. Et après, tout ce qui est préparation de céréales et produits laitiers. Par rapport aux achats en ligne, vous avez là un focus sur donc une population qui a été interrogée par rapport à l'acte d'achat. Et vous voyez là que plus de 35% sur Tmall et Taobao ont déclaré acheter des aliments et produits frais en ligne. Sur JD.com, le ratio est de 37%, Pintoto, on monte à 40%, et sur les applications et les mini-programmes WeChat, 50%. On voit qu'on achète énormément de l'alimentaire et des produits frais parce qu'il y a ce facteur confiance dont on a parlé. Par filière, on voit là une évolution des importations de viande. L'évolution, puisque vous savez que l'embargo a été levé en 2018 pour la viande bovine. Je viens d'apprendre que la viande de volaille est bloquée là à cause de la grippe aviaire, ça vient de sortir. Mais on voit là un potentiel en progression pour tout ce qui est charcuterie. Il représentait à peu près 7% du chiffre d'affaires du e-commerce alimentaire en 2019, donc la viande et les œufs, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à 2018. Pour les produits laitiers, il y a aussi une forte progression, comme on le voit là, et comment dire, de 37,5% sur l'e-commerce. Il représente 3% du e-commerce. On voit que les principaux concurrents sont la Nouvelle-Zélande et le Pays-Bas. La France arrive en 5e rang.
Pour les produits de la mer, il y a eu donc une forte augmentation par rapport à 2018 de 40%. La France est le premier fournisseur de légine, qui est un gros poisson qu'on consomme pour notamment qu'on donne aux enfants pour sa qualité nutritionnelle. Et donc on est le premier fournisseur d'huîtres, pardon, je vais y arriver. Et on voit là la concurrence au niveau des produits de la mer avec la Russie qui vient en premier. Au niveau du e-commerce, il représentait 9,5% et a aussi une marge de progression de 23%. On verra que la progression est à 2 chiffres pour tous les produits alimentaires. La catégorie qui nous concerne le plus, les produits d'épicerie fine, gourmet et qui recoupent celle de la catégorie des aliments bons pour la santé. Ils ont augmenté donc de 30%. Selon McKinsey, ils augmenteront de 30% chaque année pour ces produits au niveau des commandes en ligne. On voit que les importations aussi ont bien progressé entre 2018 et 2019 pour toutes les catégories. On va faire des focus. Et le snacking et les aliments bons pour la santé ont augmenté entre 25 et 29%. On voit là le focus épices, qui est la catégorie la plus représentée, et le thé, donc avec une forte progression. Les huiles d'olive, vous voyez également une très forte, les huiles, pardon, pas forcément que d'olive, mais on voit cette progression au niveau de la répartition sur le e-commerce. Les boissons non alcoolisées ont augmenté de 27,5%. On a un très très beau potentiel. Là, vous avez un focus global de cette évolution. Je voulais juste commenter en disant que nous avons pu tester le marché avec une délégation de 12 producteurs lors des événements donc, du mois de novembre, la Foire de Shanghai et le FHC, et puis constater qu'effectivement nos produits intéressent, sont assez donc, innovants. Et donc, même si les goûts sont très différents, on a pu voir un fort intérêt pour nos produits. Donc, je le détaillerai dans un second temps. Je vais passer la parole à la responsable du département vin, Catherine Machabert, qui, si elle est là, peut commenter cette slide sur le vin. Est-ce que Catherine nous a rejoint? Si elle ne nous a pas rejoint, je vais... Bonjour à tous. Excusez-moi, mon micro était coupé. Donc, je vais prendre la parole juste quelques instants pour ce focus vin. Catherine, ton micro est coupé. On l'entend pas, on t'entend pas. Ah, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Oui, voilà, donc je vais juste prendre la parole quelques instants sur cette slide vin, focus vin. Ça permettra aussi à Sophie de souffler. Donc, concernant les importations des vins, donc après une progression en Chine depuis plus de 10 ans avec un taux de croissance de 13,2% en moyenne, il est vrai qu'en 2019, on assiste à un tassement du marché. En 2020, la baisse des importations a été encore plus forte à cause de la situation sanitaire. Donc, après ces années de constante croissance sur plus de 10 ans, le marché est en train de s'ajuster, et notamment avec une demande de vin de qualité en augmentation. Une des explications de cette baisse d'importation est un facteur macro, la guerre commerciale avec les USA qui a commencé en 2018 et qui a causé une situation économique moins stable en Chine, et ceci a eu des conséquences sur certaines tendances de consommation, notamment sur les vins. Il faut quand même rappeler, ça ne touche pas que le vin, mais que d'aussi nombreux autres produits sont touchés, qui ne sont pas indispensables à la vie quotidienne des Chinois. Rappelons que le vin, contrairement aux produits agro, ne sont pas un produit de première nécessité, et ce n'est pas non plus un produit culturel pour les Chinois. Toutefois, de belles opportunités subsistent pour l'avenir, et notamment pour les vins d'Occitanie qui ont mieux résisté que les vins français très touchés sur 2019 et 2020. Et on espère pouvoir peut-être reprendre des parts de marché aux vins australiens qui sont sous le coup actuellement des mesures anti-dumping de la part de Pékin. Voilà. Concernant le e-commerce, qui est quand même l'objet de ce webinaire,
Le pourcentage des ventes de vins importés est estimé à 25% sur ce canal, même si ce chiffre est très difficile à établir, en très forte augmentation ces 3 dernières années. Les principaux sites restent les marketplaces professionnels, que sont JD.com et Alibaba en premier. On aura une autre slide qui présentera d'autres sites, dont des sites spécialisés. Les facteurs de développement du e-commerce pour les vins, c'est surtout la consommation à domicile qui a augmenté, et encore plus depuis 2020, alors que le vin se consommait principalement hors foyer en Chine. Et puis aussi, on a des groupes de jeunes consommateurs qui deviennent vraiment progressivement le principal moteur de la croissance et de la consommation de boissons en ligne, avec des caractéristiques et des recherches de diversification, de personnalisation, de commodité, aimant goûter des choses nouvelles. La vente en ligne, en plus, est très adaptée à la commercialisation des vins parce qu'elle permet notamment de surmonter les problèmes de place en linéaire et surtout d'apporter beaucoup d'informations comme les démos que vous avez pu voir ont pu le montrer. Donc, des informations aux consommateurs sur un marché où ils sont bien loin d'être des connaisseurs de vin. Donc, les ventes en ligne concernent encore principalement des vins à bas prix, mais on constate que le budget des consommateurs désireux d'acheter des vins en ligne a augmenté, notamment la proportion, par exemple, de clients qui sont disposés à dépenser plus de 400 RMB, 50 € en vin en ligne, est passée de 20% en 2016 à environ 30% actuellement. Et enfin, je conclurai juste en précisant qu'au vu du très haut niveau concurrentiel entre les vins, c'est un monoproduit, et l'offre pléthorique de tous les pays du monde, la notion de branding est très importante sur le e-commerce. Les consommateurs chinois sont prêts à acheter plusieurs bouteilles en ligne, même s'ils n'ont pas goûté, bien entendu. Une bouteille moderne avec une description plaisante suffit à les convaincre, et en fait, tout est dans le packaging et l'étiquette dans le monde du vin pour pouvoir vendre en ligne. Voilà, Sophie, je te repasse la parole. Merci Catherine. Donc, par rapport aux produits alimentaires les plus publicités sur le e-commerce, donc on retrouve les articles alimentaires de maternité pour les bébés, les aliments, on l'a dit, redit, bons pour la santé, les super aliments, tout ce qui est graines et également fortifiants, et également les boissons. Un focus sur les plateformes, donc là on a mis quelques exemples de plateformes de e-commerce spécialisées dans les produits agro. Vous avez tout le réseau donc, de Roma, qui sont les magasins d'Alibaba, qui en fait joignent cette technologie qui s'appelle O2O, Online to Offline. Vous avez à la fois des magasins physiques qui vous relient à des applications, des possibilités d'achat donc parallèles en ligne. Donc, vous avez le réseau de Roma, vous avez Tingtong, Fresh, JD donc, qui dispose également d'une série de supermarchés, et on a mis aussi là l'exemple de Hypermarket, comme on l'a dit, qui est le plus grand supermarché online de Shanghai de produits étrangers, avec 40% de produits français, qui font donc du B2C. Au niveau du vin, donc, comme l'a dit Catherine, il y a les grandes plateformes traditionnelles, Tmall et JD.com. C'est les deux plus grandes plateformes. Et ensuite, la plateforme qui s'appelle, alors 1919, ça fait pas terrible en français, mais pour comprendre un peu le marketing chinois, c'est Itiao. Vous savez que le vin se dit en chinois Tiao. Donc, en fait, boisson à la base de raisin. Et du coup, on a fait jouer la phonétique. Et vous avez d'autres plateformes là, Tiuxian, Tiupianli et Yes My One, qui est également très connu et très développé. Par rapport à cette diffusion, on voit également apparaître des e-shops d'importateurs agro sur les réseaux sociaux, notamment suite au confinement et pendant le confinement. Là, j'ai mis deux exemples de produits, de mini-programmes en fait, qu'ont créé donc les importateurs Anglis et Classic Fine Food.
Et également, nous avons également des KOL et des influenceurs spécialisés dans l'agroalimentaire et le vin. Là, je vous ai remis l'exemple de Antoine Bunel, qui était le KOL, qui nous a fait une animation lors de notre foire de Shanghai. Et également Xiaopi, qui est donc le KOL spécialisé dans le vin, qui a aussi fait une présentation des produits Viti qui étaient présentés sur le salon. Les perspectives du e-commerce en 2022. Pour les produits d'épicerie fine, il est attendu un taux de croissance global de plus de 4 à 6%, de plus 4 à 6%. Et cette tendance devrait rester équivalente sur une prospective de 2-3 ans, avec une part de marché qui devrait augmenter, pareil, entre 10 et 18%, et un taux de croissance du commerce annuel du e-commerce, donc entre 30 et à 50% attendu. Par rapport aux perspectives, il est cité dans différentes études le développement du New Retail. Alors, c'est un modèle qui est assez discuté en Chine. Par exemple, j'en ai parlé juste avant avec mes collègues de l'équipe de la maison de Shanghai qui m'ont dit qu'eux ne le voyaient pas trop apparaître, ils ne l'utilisaient pas du tout. Ce sont ces fameux magasins qui sont des magasins physiques, mais sans vendeur, par exemple, où en fait, vous avez une visite du magasin et des commandes sur des écrans tactiles et vous recevez directement votre commande chez vous. Apparemment, ce n'est pas si développé que ça. Par contre, en très grand développement, on l'a dit, hein, le e-commerce du produit frais et le shopping communautaire devraient continuer dans la tendance déjà amorcée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On a voulu aussi partager avec vous un spot des produits d'Occitanie. On va prendre quelques minutes pour le lire rapidement ensemble. Par rapport à nos forces, on l'a dit, les Chinois veulent des produits de qualité et sont de plus en plus sensibles à cette sécurité sanitaire. Nous avons des produits, du coup, vraiment sains et qui appuient sur ces aspects-là. Donc, n'hésitez pas à les mettre en avant quand vous êtes dans votre démarche commerciale. Les Chinois sont aussi très attentifs aux qualités nutritionnelles, mais qui sont prouvées scientifiquement. Donc, appuyez bien tout cela sur vos fiches techniques. Ils ont remarqué, par exemple, lors de nos événements du mois de novembre, des produits techniques et innovants, par exemple les poches pour les boissons. Très attentif également aux procédures de fabrication qu'ils demandent. Et nous disposons bien sûr d'une bonne réputation au niveau de nos produits français et de terroirs avec une histoire à raconter. La marque Sud de France est également assez connue au niveau des professionnels du vin et également nos bassins de production sont reconnus en Chine. Nos faiblesses, c'est qu'en général, nous sommes, voilà, je pense que la population de producteurs, et peut-être ceux qui assistent au séminaire aujourd'hui, sont des petites structures, donc avec des produits assez haut de gamme, en tout cas de fabrication vraiment artisanale. Du coup, les prix se trouvent parfois trop élevés pour le marché chinois et avec des volumes trop faibles. Quand on s'adresse à des grands retailers ou des grandes plateformes, donc les MOQ, les minimums demandés sont des containers et parfois on a du mal à suivre. Ça a été le cas pour nous. On a remarqué aussi que les packaging sont importants et très importants, comme l'a signalé Catherine, et sont parfois inadaptés. Il faut se préparer à les faire évoluer. Et ce qui est aussi parlant, c'est qu'on n'a pas vraiment de marque leader pour le moment et de spécialité de référence visible et reconnue en Chine, et ça, ce serait un facteur important. Voilà, on a eu par exemple le bœuf du Limousin, et Monsieur Borges en parlera peut-être tout à l'heure dans sa présentation, qui a été goûté par le président Xi Jinping lors de la foire de Shanghai de l'année dernière et qui a vraiment eu une retombée médiatique énorme. Nous n'avons, voilà, pas les mêmes habitudes, donc les Chinois n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires que les nôtres. J'ai l'exemple, par exemple, des tartinables, où il paraissait très étrange de tartiner sur du pain, etc. Mais nous avons vu
qu'en faisant des démonstrations, des animations, en les faisant goûter avec du vin, eh bien, ils font partie des produits qui ont été commandés par notre opérateur et importateur de la boutique Sud de France. Mais malgré tout, les habitudes sont très différentes, donc il faut, on est aux prémices, hein, on fait connaître nos produits agro, et petit à petit, ce marché va se développer. Comme on l'a dit, la région Occitanie est encore peu connue, comparée à d'autres régions, mais plus pour l'appellation comme la Provence. Et les SICO sont malgré tout peu reconnus, même s'il y a un accord qui a été signé. Monsieur Borges va également le développer, c'est plutôt pour lui un point fort. Et le label bio, on l'a vu, avec une certification bio difficile à obtenir et qui n'est malheureusement pas encore reconnu pour le moment en Chine. Et les menaces, c'est cette forte concurrence, notamment de l'Italie, de l'Espagne et de la Grèce, sur les mêmes typologies de produits que les nôtres. L'instabilité des relations politiques, on voit comment l'Australie en a subi les conséquences. Les accords RCEP en fonction des produits, vous savez que la Chine a signé un accord avec 14 pays d'Asie du Sud-Est. Et après, avec le retrait des États-Unis, il y a plein pouvoir pour la Chine. Et sur certains produits, on pourrait être concurrencé par cette facilité du coup d'échange de produits dans cette zone. Voilà. Les opportunités, ce sont donc une demande croissante de produits sains sur ce marché, au niveau de la gamme aussi, et une tendance d'achat vers des produits de meilleure qualité. Bien sûr, on l'a dit, redit, la taille du marché, et par rapport aux vins, plus spécifiquement, une place laissée par les vins australiens actuellement. Quelques conseils et bonnes pratiques avant de conclure. Donc, nous vous conseillons déjà par rapport au e-commerce en Chine de faire une sélection très rigoureuse de vos produits destinés au online. Il vaut mieux avoir une gamme online et offline, notamment parce que les produits, donc, dès qu'ils seront présents sur les circuits online, seront au niveau du prix, donc transparents et connus de tous. On ne pourra plus revenir sur ces tarifs-là. Donc, il faut être très rigoureux sur cet aspect-là et bien suivre, notamment au niveau contractuel avec votre importateur, que vous avez la main sur ces tarifs et que vous n'aurez pas de surprise après en les découvrant sur un site internet à un prix, donc, comme on l'a dit en troisième point, que vous devez négocier avec un prix plancher en dessous duquel vous ne voulez absolument pas que votre prix descende. Il faut être au niveau de ce marché-là et encore plus pour le e-commerce, être très réactif et très souple. On ne vous encouragera jamais assez à vous mettre et à créer un compte WeChat. On l'a aussi constaté suite à nos dernières missions. Les échanges sont beaucoup plus faciles. Ça nous paraît vraiment un autre monde, mais on l'a expliqué, hein, ce développement fort des applications, ce flux généré sur WeChat fait qu'il faut comprendre que des commandes peuvent être passées même entre professionnels via WeChat, ce qui nous paraît très étonnant, mais c'est le cas et voilà, il faut s'adapter à ce marché. Un rappel qu'il faut vraiment donc sur le dépôt et la protection de la marque qui est indispensable, il faut vraiment y penser et sécuriser les aspects réglementaires, notamment douaniers. Nous avons également vu qu'au niveau sanitaire, suite à la crise, les exigences douanières ont été assez durcies. Nous avons eu un beau boulot à faire avant les expéditions au mois de novembre de nos échantillons. Donc, il faut veiller à ça, aux certificats sanitaires, etc. Soignez votre marketing. Monsieur Borges va y revenir. Donc, des belles images, des vidéos, etc. sont indispensables pour entrer sur le marché chinois. Le packaging est primordial, on l'a vu. Et prévoir à terme, malgré tout, pour les entreprises du vin qui sont déjà plus matures, plus avancées sur l'export en Chine, une représentation locale. Ou au minima, donc une personne qui se rendrait en Chine, votre responsable export, puisque la rencontre en direct est essentielle dans un second temps. Et vous avez la possibilité, ça c'est un petit rappel, de disposer des locaux de la maison à Shanghai, avec un bureau gratuitement si vous voulez vous y rendre pendant une période donnée, une semaine, voire pour des périodes plus longues. En conclusion,
Voilà, j'espère qu'on vous a apporté des éléments concrets pour avoir une vision plus claire de ce que vous pourriez faire ou non sur le e-commerce en Chine. Donc c'est un pays avec un potentiel gigantesque dont on ne voit pas vraiment le bout, mais une concurrence malgré tout féroce, que ce soit une concurrence locale, qu'elle soit internationale. Un écosystème, on l'a vu, complexe, mais il est tout à fait accessible en s'accompagnant d'un bon importateur. Nous avons vraiment la force de, comme on l'a dit, de la qualité de nos produits, qui sont des produits de terroir avec une vraie histoire à raconter. Nous avons un exemple d'un producteur d'huile qui a vraiment marqué les prospects lors de la CIE du FHC parce qu'ils avaient une histoire de 100 ans avec des gros produits, des belles fiches techniques. Et ils correspondent justement à ces opportunités où la demande est forte en Chine, où il manque pratiquement des produits et que nous allons vous transmettre via les appels d'offres. Ils concernent du coup, comme je l'ai dit, les huiles par exemple, je vais y arriver, les huiles et les miels. Voilà, c'est ce qui m'échappait. Donc on a une belle success story d'une entreprise primo-exportatrice qui a décroché un contrat suite à nos salons parce qu'il y avait une forte demande de miel. Voilà. Et du coup, là, on a décidé de passer la parole tout de suite à notre opérateur de la boutique online et avec une petite vidéo. Et on passera aux questions-réponses juste après. Voilà. Donc, je passe la parole à Annie de Benière. Hello Annie, qui va faire son témoignage, son intervention en anglais et je pourrai traduire un petit peu s'il y a besoin après. Et nous avons une petite vidéo qui va vous présenter la vidéo d'abord. Oui. L'activité.是一个非常优秀的产区，整个产品的多样性、酒体甜美，就是非常适合中国市场的。但是中国消费者因为语言的问题，所以说对产品的记忆有限。建议我们更好的学习新世界产区，让产品的记忆力更强。这样的话，我们可以更快速的获取中国市场。2021年，在全球继续动荡的状态下，中国将是全世界的经济动力。希望法国南部继续关注品质，让法国南部的葡萄酒在中国获得更快速的成长。南法之家在中国多年的努力，已经让南法的葡萄酒突破了低端酒的代名词。我们诚挚的邀请各位有机会来到中国，了解中国市场，一起探讨中国市场。我们也非常乐意将九云网这10几年的在互联网葡萄酒领域的经验与大家一起分享。Merci. Tu peux prendre le contrôle, je pense. Oui. Et du coup, Annie va témoigner. Oui. Alors. Hello, Annie. Oui, c'est Annie en rouge, très chinoise. Hello, my name is Annie. Hi, Catherine. Long time no see. Okay.
we had been tested lots of samples during end of December, and we had select 5 types of a product, such as cookies, honey, vinegar, and oil, and some sauces. And the reason to pick up those products because it is the most acceptable category for online customers. This is the first round, the selection for Banya, and it will be the most welcome to have a different types of food can be selected in the future. And during the coronavirus period, the online sales is a typical successful and increase over about 150% in China. And if the product would like to win the market share in China, I think the few points need to be noticed. And okay, for example, like the Catherine just said, like packaging. Okay, the easy ice catching is very important. And for example, the colorful and with regional the category. Okay, and also like modern or very traditional, but with very touch hard. And also the second point is the history, either from the products or the background, for the product background, the producer's background, family background, and the regional history. For example, we just passed the Christmas time, and everyone we know after Christmas we need to eat the pie. How to? Yeah, the pie for the Christmas, and this is very traditional, and you have a very strong history for the people can buy from online. This is very important. And overall, the Chinese market has a very strong demand for the import goods, and especially because this is a daily food, but some difficulty we need to overcome. Okay, I think the first one is the logistic. Okay, everyone knows during the special coronavirus period, the high cost of the international shipment right now is like a double price, and the time, the shipping period time, the direction time is about from 2 months until now is about almost like 3 months. I mean, the 3 months time is about from the factory and the loading in the port in France, and then you need to take 45 to 6 days for the ocean shipment, and plus like 2 weeks of time for the China custom clearance. So total period time is about like 3 months. This is one difficult time. Okay, and the second one is a high cost of internal shipment. We all know from the factory to the French port, it is quite a high cost for the internal logistics. So this part is also a difficulty for if we order the import food, it's a small quantity, and when you average the cost into each item, the cost will be higher. Okay, and I think this is the logistic part. And also the second one is expiry date, because this is not like a wine, this is a food, and the people care about expiry date. For example, like a cookies. The cookies is about 12 months time, and it's too short. If you take 3 months for the logistics shipment, everything, and then when you landing to China, you only left like 9 months to go, and this might be one of the issue for the consumer to buy from online. Yeah, I think this is a few points that I would like to mention. And any other questions? Thanks a lot, Annie. Thanks a lot. It's very interesting. I will translate a little bit in case of our producer cannot understand English. Je vais traduire très rapidement pour résumer de toute façon ce qu'a dit Annie. C'était très intéressant. Alors, Annie a témoigné par rapport à la partie agro. Vous l'avez vu sur la vidéo. Nous avons vu un petit peu tout le développement sur l'activité de notre opérateur bannière sur l'activité vin.
vous voyez, toute l'expérience. Sur la partie agro, comme elle expliquait, donc il y a eu une dégustation qui a eu lieu en décembre, fin décembre, avec 5 types de produits sélectionnés, les biscuits, le vinaigre, les huiles et des sauces. Et pourquoi est-ce qu'elle a choisi ces produits? Et parce que justement, on bénéficie de leur expérience, d'un potentiel de produits pour les ventes en ligne de ce type de produits. Comme a expliqué Annie, c'est la première phase et c'est en fait un premier test marché pour voir comment ces produits vont être lancés ou pas. Il y a eu, donc, lors de la période, pour eux, de crise, d'épidémie, une augmentation de 150% en fait de l'activité pour montrer que ça a été un fort développement et l'opportunité reste très importante. Et elle voulait nous pointer 2 aspects importants par rapport à la mise en avant de nos produits. À nouveau, le packaging, qui doit mettre en avant les aspects régionaux, à la fois modernes et également les aspects de tradition. Et comme c'est dit bien en anglais, touch heart, qui touche profondément voilà, de l'intérieur, avec cet aspect vraiment de partage, et également cette histoire à raconter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et elle a donné l'exemple de la galette des rois qu'on mange donc actuellement et que voilà, qui a une habitude alimentaire qu'on a depuis longtemps. Et autour de cela, s'il y a des faits marquants, c'est une mise en avant importante au niveau commercial. Et également, elle voulait malgré tout citer deux problèmes majeurs qui sont liés également à la situation et au contexte actuel. Premièrement, l'augmentation des coûts logistiques qui ont parfois doublé. Donc la période aussi d'expédition qui était d'habitude de 1 mois est passée à 2 mois, voire 3. Ce qui peut avoir un fort impact dans un second temps sur les DDM, les DLC, puisque Annie donnait l'exemple des cookies qui ont une DLC qui ont été sélectionnés de 12 mois, qui pourraient impacter quand même le circuit de vente, parce que c'est la durée qu'on demande d'habitude minimale de vie de produit sur le circuit online. Voilà pour cette partie. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Laurence? Une question? Oui, alors. La deuxième version. Bonjour à tous. Tu as une question, Soti, qui peut s'adresser à toi-même ainsi qu'à Catherine. Hein. Quand aura lieu la deuxième sélection des produits food, peut-être Viti aussi, pour d'autres qui pourraient être intéressés par la question, pour la boutique online Occitanie? C'est en fait la question pour Annie, je pense. Oui. C'est ça? Oui. Ok, c'est Annie qui va vous répondre en anglais. Okay. I think for the second round selection, we can do it like after Chinese New Year, and then because we need to take time for the testing all the samples from France, it takes time, and I think the maybe final decision can be like June or before July. Yeah. Okay, thank you. Yes. En fait, donc la deuxième sélection va avoir lieu après le Nouvel An chinois, puisque là, la première commande va être passée avant, et on va se laisser le temps de tester, etc. Et une deuxième commande serait passée aux environs de juin-juillet. De notre côté, par contre, c'est important de signaler que nous restons ouverts. En fait, on relancera, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à revenir vers moi et vers Catherine. Nous relançons donc cet appel qui est en fait ouvert en permanence, où vous pouvez nous proposer vos produits. Nous avons une méthodologie bien rythmée, où vous nous partagez vos fiches produits, etc., et éventuellement vos tarifs dès maintenant. Et on étudie en détail votre dossier, on le soumet à notre opérateur. C'est ce qui s'est passé pour les producteurs qui ont participé à la première session. Donc pour répondre, côté sélection de notre côté et appel d'offres, donc c'est ouvert dès maintenant. Et vous l'avez entendu, donc de la part de notre opérateur, cela se fera après le Nouvel An. Voilà, je ne sais pas si Catherine, tu veux compléter? Non, juste au niveau des vins, c'est vrai qu'on avait fait un appel d'offres au mois d'avril, que ça attarde un petit peu. Pour l'instant, la boutique est en ligne avec des vins qui sont
présents et distribués sur le territoire chinois. Actuellement, il faut bien avouer, et Annie l'a souligné, ce sont les problèmes logistiques qui nous posent un petit peu problème, notamment non seulement les délais, mais aussi les coûts logistiques qui ont augmenté pour notre opérateur, et notamment pour faire les pick-up chez tous les producteurs de vin sélectionnés. Donc, il faut qu'on voit une solution à ce niveau-là. Pour l'instant, Soti, il n'y a pas d'autres questions. Peut-être que ça viendra un peu plus tard. D'accord. Du coup, on va continuer à dérouler notre programme. Oui, n'hésitez pas, on reviendra aux questions après de toute façon. Et du coup, je vais passer la parole à Monsieur Mathieu Borges, qui est représentant de la plateforme Foodgates. Nous avons voulu lui donner la parole parce qu'il va pouvoir nous expliquer le fonctionnement plus particulier d'une plateforme spécialisée en Chine en B2B. Parfait. Vous êtes là? Merci. Vous m'entendez bien, Soti? Oui, très bien. Merci. Merci, Soti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie. Donc oui, Foodgates, rapidement, donc c'est une plateforme B2B, comme vous l'avez dit, donc qui permet à l'origine, puisque vous allez le voir en raison de notre implantation chinoise, puisqu'en fait, moi, je suis cofondateur de Foodgates, mais Foodgates a été développé au sein d'un groupe de logistique qui est basé à Shanghai, donc notre centre, on va dire, opérationnel est en Chine. Et l'objectif de Foodgates était de permettre à des acheteurs chinois de sélectionner des vrais bons produits français directement sur une plateforme sans avoir à passer peut-être par un certain nombre d'intermédiaires. Donc, c'est la genèse et la plateforme a été lancée là le 9 novembre. Nous avons eu déjà nos premières commandes en vin, en biscuits, là, donc on est plutôt très content. Et cette plateforme s'adresse donc à des vendeurs français, à des producteurs français. Et nous proposons tous les services, à la fois réglementaires, donc de validité, de prévalidité on va dire de la compliance, je cherche mes mots en français, de la correspondance réglementaire à la réglementation chinoise. Nous proposons aussi tous les services logistiques qui permettent à un acheteur chinois, donc B2B, hôtel, restaurant, supermarché et même zone franche, de se faire livrer directement à son entrepôt, son magasin, son adresse de stockage en Chine, et de proposer aussi des solutions de paiement pour les acheteurs chinois qui leur permettent de payer en monnaie locale, en RMB, et vous, vendeurs français, d'être payés en euros. Voilà. Si vous pouvez passer. Voilà. Donc, je vous disais que le Foodgates avait été développé au sein du groupe ASI. Donc, rapidement, le groupe ASI, c'est une société de droit chinois, mais qui a été créée et fondée par des Français qui sont toujours les dirigeants. Donc, nous avons un gros avantage, c'est que nous avons toutes les licences d'importation qui nous permettent d'importer et de mettre sur le marché pour le compte des acheteurs chinois et au service des vendeurs français. Nous allons réaliser cette année à peu près 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, 300 personnes, principalement en Chine, au Vietnam et au Cambodge, avec une filiale en France et en Espagne. Nous allons transporter 30 000 containers, équivalent 30 000 containers 20 pieds, alors pas qu'en food, mais aussi en non-food, et le food représentant à peu près 5%. Nous faisons aussi du fret aérien et nous importons aussi des masques en France. La typologie des produits que nous proposons sur la plateforme, alors vous avez parlé tout à l'heure, Soti, des signes de qualité qui sont de plus en plus recherchés, nous pensons, par les acheteurs chinois. Donc, on aime bien aussi les produits médaillés au concours général agricole, et les catégories qui nous paraissent à fort potentiel, c'est évidemment les viandes, et vous avez parlé des bœufs du Limousin dégustés par le président Xi Jinping, les produits de la mer, bien entendu, les vins et spiritueux, très gros marché, très mature, mais avec des niches à prendre, et c'est un point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est qu'il n'y a pas une Chine, mais il y a des Chines. Et en fait, vendre à 1,4 milliard de Chinois, c'est très utopique, mais à vendre à des niches et à 10% des Chinois qui aiment les produits français, ça c'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus performant. Les produits laitiers, épicerie salée, épicerie sucrée.
Voilà. Slide suivante. Oui, donc trois conseils rapidement, c'est que, et c'est ce que nous disent les acheteurs en Chine, donc à la fois supermarchés, hôtels, restaurants, c'est qu'ils nous disent que bah oui, la France, ils adorent la France, la Tour Eiffel, Paris, ville romantique, on est très connus pour notre gastronomie, nos produits de luxe sont éminemment connus et la France est vraiment dans le top 3 des pays les plus connus pour ça, pour pas dire le numéro 1, mais on a un problème en France, c'est qu'on ne sait pas le faire savoir. Et on manque cruellement d'arguments, en tout cas pour justifier un prix qui peut être souvent plus élevé. C'est-à-dire que, et vous l'avez très bien dit, Soti et votre équipe en Chine aussi, c'est que mettez en avant nos atouts pour les Chinois, nos terroirs, nos paysages, nos régions. Faites des vidéos, même des petites vidéos avec des photos, avec votre téléphone portable. C'est toujours très très prisé par les consommateurs et les acheteurs chinois. On a aussi une haute réputation pour la sécurité alimentaire, puisqu'en France, ça peut être considéré comme un inconvénient, mais souvent on est à la fois normes françaises et normes européennes, et ça rassure les Chinois. Et mettez en avant surtout vos labels, vos qualités, vos récompenses. Puisque ça permet aussi de crédibiliser et de justifier peut-être un écart prix défavorable. Voilà, ça c'est le premier conseil. Travailler plus, le faire savoir. Donc les outils pour le faire savoir, vous l'avez dit, WeChat, donc il faut absolument même créer un compte à titre personnel. C'est l'outil de communication par excellence. Je l'ai dit, les photos, les vidéos, il faut y aller, c'est l'ère du digital et encore plus en Chine qu'ailleurs. N'oubliez pas que les Chinois ne parlent pas toujours très bien anglais, comme nous Français d'ailleurs. Et le mandarin est vraiment, quand vous faites une présentation aussi bien écrite qu'à l'oral, assurez-vous que les gens qui expliquent vos produits, qui donnent vraiment les détails de vos savoir-faire, vous font des traductions qui sont en vrai bon mandarin, parce qu'on a des produits techniques et il faut quand même bien les expliquer. Les Chinois travaillent tout le temps, de plus en plus, le week-end, la nuit, le jour, donc n'attendez pas plusieurs jours pour leur répondre, mais quelques heures. Les relations humaines sont éminemment importantes. Ce qui nous rejoint culturellement à 10 000 km de la Chine, c'est quand même qu'on aime tous. Il y a un noyau familial qui est important en Chine aussi. L'amour de bien manger, de se rencontrer autour d'une bonne table, c'est important. Donc, dépassons les clivages culturels et essayons d'avoir des échanges, même en visio, même voilà, c'est très important. Et évidemment, jouer collectif. Et là, vous avez la chance d'avoir une région très très active. C'est pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'en Chine, c'est la Champions League, c'est la Coupe du Monde. Y aller seul, c'est, je pense, trop ambitieux. Y aller en équipe avec des labels, des appellations et surtout des régions, ça me paraît être la bonne idée. Voilà, et je voulais conclure par ça en vous disant que 2021, c'est la bonne année pour se lancer en Chine. D'abord, il n'y a plus de crise sanitaire en Chine, donc ce qui est quand même un des pays au monde où le Covid a pratiquement été éradiqué. La Chine va avoir une croissance de 2%, a eu une croissance de 2% en 2020 et rebondit très fort en 2021, 8%. Donc c'est aussi un marché très porteur. Vous avez eu les chiffres donnés par Soti de progression à 2 chiffres des différentes catégories. Un point important que nous, on voit dans nos clients hôtels et restaurants, c'est que comme les Chinois les plus aisés ne voyagent plus à l'international, eh bien, ils cherchent à avoir des expériences en Chine, dans des hôtels, à y retrouver des petits déjeuners continentaux, des produits internationaux. Donc, le canal des hôtels est intéressant en B2B. Très important cette année, c'est le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Et là-bas, ça revêt en ce moment une signification particulière. Et il va y avoir des événements, il va y avoir de la consommation. Et on a fait des ventes, ce qu'on appelle en corporate, donc à des officiels chinois pour organiser des dîners et pour faire des petits cadeaux. Les cadeaux étant diminués, mais il y a encore de la place pour ces bons produits français. Vous l'avez dit, le sain, le naturel avec le Covid, on veut mieux manger en Chine comme ailleurs dans le monde, on veut avoir un bon système immunitaire, donc nos produits ont des choses à faire valoir. Il y a eu un accord sur les IGP. Vous avez parlé effectivement nos amis australiens qui étaient blacklistés en Chine, donc il y a des places à prendre, notamment dans le vin, mais dans les produits de la mer aussi. Et puis l'État français aussi aide et participe et met la main en porte-monnaie avec les aides au VIE et au chèque export. Donc
oui, vraiment, c'est la bonne année pour y aller. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ce retour d'expérience. J'en profite pour dire qu'on n'a pas, du coup, le sujet était tellement large, souligner cet aspect-là par rapport à ce soutien au niveau financier, donc les subventions de la région. Vous en avez aussi en parallèle du financement de l'État. Et vous pouvez revenir vers moi ou ma collègue Laurence Gravé, là, qui gère les questions, pourront vous répondre à vos questions aussi par rapport à l'aspect financement de votre projet à l'export. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, Laurence, il y a plus de questions, des questions qui sont arrivées? Il n'y a toujours pas de questions, Soti, ça doit être assez clair, ou peut-être que ça viendra ultérieurement par le biais de mail, surtout n'hésitez pas. Hein. D'accord, donc pour conclure ce webinaire, nous avons une page sur les actions de prospection, donc je vais repasser la parole à Catherine pour qu'elle vous le développe. Ok, donc là, voilà les actions de prospection conjointe ou non vin agro. Il est vrai que nous avons la région Occitanie et surtout grâce à la présence de cette maison de la région basée à Shanghai depuis plus de 10 ans, nous avons un programme d'accompagnement des exportateurs assez important. Donc pendant 10 ans, beaucoup accompagnant des exportateurs de vin. Et du coup, il y a un peu plus d'actions viticoles et puis le nombre d'entreprises concernées est aussi plus important. Hein. Au niveau des actions, nous avons des salons donc spécialisés plus viti sur lesquels nous allons accompagner des entreprises. Alors actuellement, nous sommes sur des salons qui ont lieu en présentiel, hein, en Chine, mais de fait, comme les déplacements en Chine restent encore très problématiques. Donc on accompagne plutôt des entreprises expertes et présentes déjà sur ce marché. Avec le salon phare de Chengdu qui aura lieu fin mars, où on a une très forte présence dans les salons dits off qui sont en amont de ce salon officiel. Pour le Viti, le salon Top Wine China à Pékin et puis le salon Tangzhouhui d'octobre qui est le parallèle de Chengdu, on ne sait pas encore la ville, et ProWine Shanghai. Donc on maille un petit peu le territoire chinois, Chengdu, Pékin, puis les villes côtières, hein, Pékin et Shanghai, en lien avec l'agro et des actions communes. Sur le salon Tangzhouhui officiel, il y aura aussi donc une mission exploratoire, une mission d'accompagnement et de présentation de produits agroalimentaires, comme nous avons pu faire en fin d'année 2019. Sur les 2 missions de prospection que nous faisons depuis maintenant plus de 6 ans, on fait des missions de prospection dans des villes à potentiel, souvent des villes dites secondaires. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas fixé les dates et les villes vu la situation, mais on va les annoncer en janvier, là, très prochainement. Ça aura vraisemblablement lieu en juillet et en septembre, en espérant qu'en septembre, peut-être des entreprises puissent se déplacer aussi, voire en juillet. Donc là, c'est une opération agro et viti, accompagnement d'entreprises viticoles présentes, voire des néos, et puis mission de dégustation de produits agro. Pour la China International Import, ce que nous avons fait en commun en 2019, pour l'instant, on l'a mis, mais effectivement, c'est à confirmer au niveau régional, car c'est une présence aussi institutionnelle. Et puis, pour l'action spécifiquement agro, c'est un salon qui est en parallèle de ProWine Shanghai au mois de novembre. Ça a été fait en 2019. C'est intégré dans un food tour agro-Asie. Et là aussi, il y aura une présence au Food and Hotel China, au FHC, à Shanghai. Et parallèlement, le vin sera présent et les entreprises du vin seront présentes sur ProWine Shanghai. En ce qui concerne, donc ça, ce sont des missions, des actions de prospection où on est vraiment dans l'accompagnement d'entreprises et de la mise en relation d'acheteurs lors d'événements et de pavillons Occitanie Sud de France. Je souligne aussi que, comme l'a dit, on parle beaucoup de Sud de France, mais c'est vrai que la marque Sud de France est très implantée en Chine.
comme on a fait sa promotion depuis plus de 10 ans, c'est une marque qui maintenant, en fait, on parle de Sud de France et même des importateurs de vin demandent à ce que leurs producteurs soient labellisés Sud de France et que soit apposé le logo Sud de France. Donc d'où le succès de la marque, en tout cas sur ce pays émergent au niveau des vins, a été extraordinaire. Pour revenir sur le sujet du e-commerce, donc on a les 2 actions phares qui ont été aussi, qui relaient ce qui a été présenté ce matin. Toujours le référencement sur la boutique online en B2C, Sud de France qui vous a été présenté, dont on a vu donc Annie qui est chez Bannière, qui est intervenue, et puis la petite vidéo du directeur. Donc notre opérateur, pour être présent sur les 2 marketplace professionnels phares que sont Tmall et Alibaba, donc on vient d'en parler. Et puis donc là, nous venons de vous présenter, enfin Mathieu Borget vient de vous présenter un petit peu une plateforme de commerce B2B. Donc là, c'est directement des producteurs avec des importateurs. Et là, si vous avez effectivement vous lancez aussi dans ce process avec un accompagnement d'un opérateur Foodgates qui maîtrise de bout en bout l'exportation de vos produits, vous pouvez vous mettre en relation avec nous pour, voilà, pour étudier et pour qu'on puisse voir comment nous pouvons travailler sous un aspect collectif avec cette plateforme B2B. Merci beaucoup Catherine. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions vraiment pour votre attention, votre suivi sur toute cette semaine où vous avez été nombreux à nous suivre. Et donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Catherine, à revenir vers nous si vous avez d'autres questions qui vous viennent entre-temps. Si vous êtes intéressé par les différentes actions que nous vous avons présentées tout au long de cette semaine. Et donc, ces webinaires ne s'arrêtent pas. Je vous ai déjà mis celui que nous préparons pour fin janvier. Donc, notez la date du 28 janvier où nous vous présenterons tout l'écosystème et le circuit du bio en Allemagne. Donc, pour l'aspect agro, vin et cosmétique. Voilà, merci beaucoup pour votre participation et je vous dis à très bientôt.